Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. On va parler aujourd'hui de changement permanent, un peu le changement qu'on connaît tous dans toutes les organisations aujourd'hui. Soyez les bienvenus. On va passer environ une grosse demi-heure ensemble. Et puis, n'hésitez pas durant ce temps à poster vos questions dans le chat. Euh, de manière à ce que je puisse prendre en compte vos réponses, soit pendant, soit après. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Vous avez des boutons d'action, oui, qui sont en dessous pour pouvoir rentrer en contact avec moi si vous le souhaitez, me poser des questions sur des sujets particuliers que vous ne souhaitez pas aborder dans le chat. Pour participer à nos masterclass aussi, voilà, donc n'hésitez pas à les utiliser. C'est en bas de votre écran. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec des tips sur comment on change en permanence finalement, et comment on change en permanence en restant bien, en restant heureux, et en faisant en sorte que nos équipiers le restent aussi. Et quand je vais parler d'équipe aujourd'hui, je vais parler d'équipe au sens général du terme, c'est-à-dire que ça peut être des équipes permanentes, mais ça peut être aussi des équipes temporaires. Et il y en a beaucoup d'équipes temporaires, que ce soit quelques heures, quelques jours, quelques mois, sur des projets ou des collaborations. Voilà, donc on s'adresse à cela. Voilà, écoutez, si c'est votre préoccupation en tout cas, le changement, vous êtes au bon endroit. On va parler changement permanent. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Si jamais c'est pas le cas, dites-moi. J'osserai le ton. Si vous voyez bien les slides aussi, c'est le moment avant que je ne débute. Quelques mots sur Changeable. Changeable, donc la société que j'ai créée en 2012 avec cette volonté finalement de changer la manière dont on travaillait et dont on travaille et dont on va travailler. Donc, ça se veut une entreprise avant-gardiste qui propose à ses clients de passer au 21e siècle. Pourquoi passer au 21e siècle alors qu'on est déjà à l'aube de 2025? Parce que, en fait, la plupart des leaders sont des gens qui sont nés au 20e siècle ou qui ont grandi avec une culture 20e siècle et donc qui appliquent la manière de penser, la manière de gérer, la manière de piloter, d'ailleurs très, très ancrée dans le 20e siècle. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore au 20e et qui ne sont pas encore passées au 21e. Or, néanmoins, les challenges sont vraiment différents au 21e et on ne pourra certainement pas les adresser avec ce côté 20e. Donc, c'est notre vision, notre mission. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Changeable? On aide les entreprises, les équipes, les collaborateurs à changer en permanence et à rester heureux, de fait, en vivifiant cette dynamique de collaboration dans la culture corporate, le leadership, le management des équipes. Et c'est ce qu'on retrouve dans les 3 piliers, donc fertiliser la collaboration, inspirer les leaders, faire émerger votre culture du 21e siècle, réussir vos innovations aussi, parce que quand on fait des projets, c'est bien qu'ils réussissent. Il y a beaucoup de projets qui échouent pour plein de bonnes raisons d'ailleurs, souvent parce qu'ils sont mal pilotés, c'est pas les bons indicateurs, etc. On fait aussi, je fais aussi des interventions inspirantes lors de séminaires, lors de les conférences, etc. Et puis on intervient également, on propose également toute une gamme d'ateliers, de séminaires à la carte pour s'intégrer dans vos démarches de changement. Voilà. Ce qu'on peut dire encore de Changeable, vous avez ici quelques références. C'est un peu plus que 250 équipes quand même, mais on doit être plutôt autour des 300. Aujourd'hui, on adresse des comptes de la start-up jusqu'au grand compte avec une communauté dont je vais parler dans un instant. On existe depuis donc 2012 et puis un chiffre d'affaires qui grandit. Notre collaboration, elle est hyper importante et on a une communauté finalement qui la vit au son quotidien avec un motto qui est de faire partie de la solution plutôt qu'entretenir le problème. C'est ce qui nous unit et qui fait que on est là pour challenger, pour questionner, pour apporter, faciliter, créer du sens, proposer, etc. En tout cas, vous accompagner sur ces changements. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai heureux d'y répondre. Et sinon,
Eh bien, écoutez, je vous propose de basculer. La première question que j'ai envie de vous poser, et que vous pouvez partager sur le chat, c'est la question des enjeux. C'est quoi vos enjeux? Aujourd'hui, il y en a énormément, finalement, dans les entreprises. Le premier, c'est la satisfaction. Il est directement lié avec la question de la pérennité. Mais on ne peut pas être aveuglé par la satisfaction client, hein, on y reviendra tout à l'heure. Il y a aussi d'autres aspects qui rentrent en compte, qu'il faut prendre en compte maintenant, les sujets RSE, les sujets de compétitivité néanmoins de longue date, hein, mais il faut continuer à le faire, et notamment avec l'arrivée d'un certain nombre de technologies qui peuvent remplacer, révolutionner, changer une certaine partie en tout cas des activités. Ce que j'appelle ARF, attractivité, recrutement, fidélisation. Un gros sujet, hein, quand on n'a pas envie de venir travailler chez vous, ben, du coup, on est très embêté quand même. Hein. Satisfaire ses clients, ça commence à être un problème. Donc, voilà, c'est des thématiques très, très actuelles et très culturelles. On a fait un webinaire il n'y a pas longtemps le mois dernier sur cette thématique-là. La pérennité, on en a vu. Il y a les sujets de satisfaction collaborateur. En effet, ça veut dire quoi? Comment on fait l'expérience collaborateur? Alors là, il n'y a pas de définition claire, mais en même temps, il faut quand même agir. Voilà. Bon. Et puis, il y a l'innovation, il y a les changements, comment on gère le changement, etc. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai. Est-ce que vous en avez d'autres? Des enjeux? Et si oui, il faut me les partager. Comme ça, je pourrai les inclure à notre présentation du jour en live. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques éléments sur le changement. Je m'aperçois que c'est quand même utile de remettre parfois mes clients sur la base de ce qu'est le changement. Alors, je dis souvent, le changement, c'est comme la mer, pour plusieurs raisons. La première, c'est le changement permanent, c'est la mer. Il n'y a jamais deux fois le même aspect de la mer, jamais deux fois. Quand on est en mer, je ne sais pas si vous arrive, moi ça m'arrive encore cet été, et je suis passé d'un moment où j'avais 15 nœuds de vent, donc 30 km/h de vent, à un moment où j'avais plus de 110 km/h de vent, en 2 minutes. Donc ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est, on verra, une adaptation particulière. Le deuxième aspect, c'est que c'est profond. Aujourd'hui, les changements, en fait, concernent de tout temps, hein, mais on s'en aperçoit encore plus aujourd'hui, ils concernent tout. Le sujet de climat, oui, on en parle beaucoup. Les sujets de mode de vie, d'habitude, de transport, d'énergie, de vie. Et donc, c'est extrêmement, comment dire, responsabilisant et en même temps intimidant de travailler sur cette profondeur-là. Il y a un troisième aspect, c'est qu'il y a cette dimension de rapide. Je parlais du temps qui changeait rapidement. Aujourd'hui, les technologies, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, etc., ils révolutionnent complètement notre façon de communiquer. Ils accélèrent notre manière de communiquer et donc notre manière de changer. Et puis, il y a un autre élément qui est fondamental, c'est que la mer, et comme le changement, est à la fois soft et violent. Le changement, ça peut tuer. On l'oublie, mais ça peut tuer des sociétés. Il y en a un certain nombre qui n'ont jamais tourné, qui n'ont jamais passé le virage d'un certain nombre de changements et qui ont fini en dépôt de bilan ou rachetés ou démantelés. Et puis également aussi des personnes. Donc c'est un petit peu plus grave, cela. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, si vous voulez changer, et si vous êtes un change leader et que vous cherchez à amener des personnes à changer, ou une organisation à changer, en fait, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas les compétences, si vous n'êtes pas équipé correctement, et que vous êtes plutôt seul, en fait, les chances de traverser l'océan sont assez réduites. Donc la préparation est un élément qui est fondamental. Deuxième aspect que je voulais partager avec vous sur le change, c'est que le change, c'est de l'exploration. Et je ne sais pas si vous connaissez Clayton Christensen, qui est un professeur au MIT, qui parle en fait du dilemme de l'innovateur et qui dit en fait les entreprises qui ont du succès peuvent mettre trop d'emphase dans
les besoins actuels du client. Et finalement, rater complètement l'adaptation à des nouvelles technologies, à des nouveaux business models, à de nouvelles attentes, etc., qui sont des attentes clients déjà évoquées ou qui ne sont pas encore évoquées, mais qui vont arriver, qui vont devenir des besoins demain. Et en fait, ça veut dire une chose, c'est qu'on peut difficilement trouver des nouvelles idées, innover, être changé, si on reste dans le même environnement. Si on garde la même place, si on regarde le même paysage, si on est assis et qu'on regarde toujours sous le même angle. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin d'explorer. Il y a un besoin de sortir et d'aller explorer. Et explorer, c'est quand même sacrément inconfortable. Dans son bouquin, Clayton Christensen parle notamment de l'industrie de tous les disquettes, etc., comme un excellent exemple, où il disait qu'à chaque génération de nouvelles disquettes de capacité, de stockage différentes, en fait, c'était des leaders de marchés différents. C'est-à-dire que les boîtes ne passaient pas le virage. Hein. Et il explique ça extrêmement bien en disant qu'il y a un conflit entre l'exploitation et l'exploration. Si on est 100% dans l'exploitation, le business compte plus. Voilà, il faut faire du chiffre, il faut faire du profit, très bien, mais en fait, on rate complètement la partie exploration avec les nouveaux produits, les nouvelles innovations qu'ils proposent. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, dans la peau d'un change leader, en fait, il y a un problème. C'est que on peut difficilement être à la fois un manager dans l'exploitation et un explorateur dans le change. C'est deux mindsets différents, c'est des cultures différentes, c'est des outils, des compétences différentes également. Et pour le vivre moi, parce que je suis chef d'entreprise, où je suis obligé de l'être, c'est un peu schizophrénique, où on est à la fois dans cette exploitation et à la fois dans cette exploration. Et c'est extrêmement inconfortable. Et on peut difficilement le faire seul. Donc l'exploration, c'est clé. Il faut en faire, il faut l'encourager, mais ce n'est pas suffisant encore pour réussir des changements. N'hésitez pas à réagir si vous ne comprenez pas quelque chose ou pas. Troisième aspect, le change, c'est aussi écouter, c'est aussi imaginer, c'est aussi conduire et décider, c'est make it happen, hein, le faire réel, hein, le faire réaliser, le rendre concret, donner vie. Et tout ça, c'est des compétences qui sont beaucoup de soft skills à maîtriser, etc. Mais c'est aussi beaucoup de temps. Hein, c'est une charge de travail qui est importante. Il n'y a aucune chance que le change puisse se faire seul. Vous l'avez compris, je pense que vous ne le faites pas tout seul dans votre boîte. Mais ce que je veux mettre là comme en face, c'est qu'on a besoin d'équipes. On a besoin d'équipes pour changer. Des équipes qui sont choisies, des équipes qui sont composées de compétences, de personnalités, de culture, d'expertise. Et encore une fois, ça peut être des équipes pérennes ou non pérennes, hein, sur des projets extrêmement courts, etc. J'avais lu un article il y a quelque temps sur une entreprise américaine qui était dans la santé, qui réunissait des équipes pour 2-3 jours. Et donc, ils avaient besoin de créer une équipe pour 2-3 jours et de la monter à un niveau où ils étaient capables de faire du change, hein, et de s'adapter et de répondre à quelque chose qui était imprévisible. Il était dans le domaine de la santé. Et donc, voilà, on met bien l'emphase sur construire des équipes, les développer, les maintenir pour qu'elles soient capables de réaliser quelque chose. Est-ce que c'est suffisant d'avoir des équipes? Non. Si on n'a pas d'équipe qui savent collaborer, ça ne sert à rien. Donc, on a besoin de change, hein, ça a besoin de changer, ça a besoin de collaborer. Et en fait, notre capacité à changer est intimement liée à notre capacité à créer des équipes qui collaborent. Et c'est là que ça pose problème, souvent. Hein. C'est que créer des équipes qui vont regarder dans la même direction, qui vont partager des buts communs, qui vont partager des valeurs communes, qui vont être capables de décider ensemble, de combiner leur savoir, de pouvoir résoudre les tensions, les conflits, c'est pas facile. D'autant plus si elles sont des équipes temporaires. Donc, c'est pourquoi j'ai la conviction, et on a la conviction chez Changeable, dans la communauté, que changer, ça demande de la collaboration et que les leaders doivent savoir comment collaborer, savoir comment créer les conditions de la collaboration. Et là,
c'est une de nos raisons d'être, une des raisons d'être de nos activités. C'est là où on intervient parce qu'on voit que ça ne l'est pas tout à fait le cas. Donc, dis-moi comment tu changes, ça revient en fait à dire dis-moi comment tu collabores ou comment tu crées la collaboration. Donc, regardons un petit peu là-dessus. Je vous parlerai tout à l'heure d'un modèle qu'on a créé parce que justement, on s'est aperçu que nos clients en fait n'avaient pas cette compétence du savoir collaborer, ou alors c'était très épars, très empirique, et ça avait besoin peut-être d'être un peu plus industrialisé. Et une des raisons pour ça, c'est que est-ce que la spontanéité est suffisante dans la collaboration? Dès que vous réunissez des personnes, elles collaborent spontanément. C'est super. Est-ce que c'est suffisant? Ben non, parce que, en fait, et c'est ce que je vous ai mis en bleu sur cette courbe, c'est que la culture des différentes personnes, et on le voit qu'aujourd'hui, en France, notamment, mais dans beaucoup de pays d'Europe, dans beaucoup de pays, enfin d'entreprises globales aussi, on est dans des personnes qui ont des cultures différentes, parce qu'ils sont nés dans des pays différents, parce qu'ils ont grandi dans des cultures différentes. Et donc ce qui voit, moi, va me choquer, va pas choquer l'autre personne. Ce qui va, moi, me motiver, va pas motiver la personne, et cetera. Donc c'est intéressant. Alors parlant de motivation, il y a aussi une motivation qui est hétérogène, en fonction des personnes autour de la table, hein, réunies sur cette équipe. Il y a un niveau d'énergie également qui est différent. Il y a comment dire, une sensibilité au résultat, en fait, qui est particulière. C'est-à-dire que si moi, j'ai absolument besoin de résultats pour être motivé, etc., bon, ben, si on n'a pas de résultat tout de suite, on rate, ben, en fait, je peux me désengager. Et puis, il y a les inévitables tensions. Il n'y a pas d'équipe sans tension, hein, ça n'existe pas. Et évidemment, si on ne traite pas les tensions, ben, les conflits, et on ne traite pas les conflits, des affrontements. Donc, tout ça, en fait, c'est évidemment des contraintes, des aléas qui viennent éroder, en fait, l'envie et la capacité à collaborer. Donc, si le change leader n'est pas en capacité d'adresser ces sujets, il n'est pas préparé pour adresser ces sujets, en fait, il y a de fortes chances que, boum, on aille tuer la collaboration, hein. Et c'est ce qu'on malheureusement on voit dans beaucoup d'équipes, même au niveau des CODIR, malheureusement, parfois dans certains groupes, où bah, il n'y a plus de volonté de collaborer, hein, c'est mort. Bon. Cependant, il y a quand même des portes de sortie. Donc, je vais vous donner, si vous voulez, quelques insights. Voilà. Je vais vite, évidemment. Il y a plein d'aspects qui vont jouer sur la collaboration, mais il y a quand même quelques aspects qui sont extrêmement forts, extrêmement clés, et c'est cela que je voudrais partager avec vous. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si tout va bien, vous m'entendez bien? Vous avez des questions? Si vous avez envie que je traite un sujet ou me partager une anecdote, n'hésitez pas. Je vois pas grand-chose dans le chat, donc n'hésitez pas à m'écrire un petit quelque chose. Premier élément que je voulais partager avec vous. Oh ben, je n'ai pas mis d'animation, vous les voyez les trois. Imaginez que vous êtes invité à un dîner et vous arrivez le dernier ou la dernière, et ben, on vous amène dans la pièce où il y a la table pour dîner, et puis ben, vous vous apercevez, là, vous regardez autour, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place assise. Qu'est-ce que vous ressentez là? Est-ce que ça vous donne envie de rentrer en contact avec les gens? Est-ce que ça vous met sur une défensive? Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que les équipes, elles sont composées avec des personnes qui, notamment des équipes temporaires, elles sont composées avec des personnes d'horizons très différents, des backgrounds, des expertises très différentes, des maturités très différentes. Si vous voulez une équipe et que cette équipe réalise quelque chose qui a trait à du changement, ben, en fait, il faut prendre conscience que c'est la responsabilité de tous, pas du leader, la responsabilité de tous de faire attention que tout le monde ait une place, de donner une place à tout le monde, donc, que tout le monde prenne sa place. Il ne suffit pas de la donner, il faut que les gens la prennent, et que tout le monde soit à l'aise avec la place dans laquelle il se trouve. S'il n'y a pas ça, en fait, c'est compliqué. On peut avancer, mais en fait, il y aura des tensions finalement, certainement, qui vont générer. Donc, c'est jamais 100% le cas, hein, évidemment. Mais en tout cas, ça vaut le coup de se poser. Derrière ça, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de justice. Je vous parle de justice. Qui a envie de travailler dans une équipe dans laquelle il y a pas, les gens ne sont pas accueillis et dans laquelle on sent qu'il n'y a pas de justice? Ben, pas moi, et probablement pas vous non plus. Et ça, c'est la première justice qu'il faut donner, la question de la place.
C'est OK que tu sois là, Jean-Marie, c'est OK que tu sois là, Sonia. Dans cette équipe, tu as toute ta place et tu le voilà, on attend de toi que tu prennes, et que tu accueilles tout le monde. Je dis ça parce que malheureusement, on constate, souvent qu'en fait, c'est pas le cas. C'est inconscient, hein, il y a pas de volonté, délibérée de pas faire, mais inconsciemment, c'est pas et donc le leader, le change leader, lui, il doit être conscient de ça. Il doit pointer du doigt ça, il doit savoir agir pour ça. Donc qu'est-ce qui va me permettre, d'être un team, un équipier en fait, hein, de travailler, à cette, attention, à la place, et cetera. Bah, en fait, il y a 1re chose en fait, c'est qu'il faut que je croie qu'ensemble, on peut réaliser quelque chose de grand. Si je ne crois pas ça, il y a aucune chance que, je me mette à, être attentif et faire du care, hein, prendre soin, finalement des membres de mon équipe. Donc ça, c'est la responsabilité du leader, sans aucun doute et cette responsabilité du leader, elle est, hem, de lancer et de créer les conditions et ensuite elle est que de faire en sorte que chacun des membres de l'équipe s'approprie ça et en devienne également les défenseurs. Extrêmement fondamental. Je reviendrai sur ça très régulièrement, hein, c'est que notamment en France, j'entends très souvent dans des interventions, dans lesquelles je peux participer, que, oui, mais le leader ou le manager et cetera. Mais stop, 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 c'est pas la question. Enfin, le leader, il est là pour apporter quelque chose ou le manager, mais c'est la responsabilité de chacun. Si on ne peut pas prendre de responsabilité, il ne faut pas venir se plaindre, hein. Donc, ce qu'on cherche derrière avec ça, hein, c'est évidemment à construire la confiance, construire le désir, de, réussir ensemble, de créer quelque chose ensemble et donc, développer pour ça, comme la connaissance des uns des autres, savoir, ce que, chacun va apporter, les expériences de chacun, toute la richesse, des savoirs, qu'on peut apporter, mettre à disposition de l'équipe, hein. Reconnaître notre valeur intrinsèque de chacun dans l'équipe et du coup croire qu'on peut réussir quelque chose de grand ensemble. 2e aspect, alors peut-être oui, juste pour terminer sur cette dimension-là, je n'ai pas parlé de l'esprit de collaboration. Fondamental en fait, c'est que si on ne s'attache pas à cet esprit, ce mindset de collaboration, si on ne le travaille pas, si on ne le développe pas, en fait, ça va vite être un problème. Dans une équipe temporaire, encore une fois, comme dans des équipes longues. Vous le savez certainement. Voilà. Donc, cette question de l'inclusion, elle est essentielle dans la vie d'une équipe. Et j'ai fait un séminaire, là, c'était en juin, pour un client, pour une communauté de responsables de projets stratégiques. Chacun de ces projets faisait partie du plan strat de la société. Et donc, ces gens se connaissaient, les directeurs de projet se connaissaient pas forcément. Donc, dans ce séminaire, comme d'habitude, on commence toujours par un travail avec mon équipe sur l'inclusion. Créer les conditions pour que les gens puissent travailler ensemble, hein, sinon il y a peu de chances que ça collabore. Et puis, à la fin, au débrief, notre client nous dit: «Mais alors bon, prochain séminaire, on enlèvera l'inclusion, hein, c'est pas utile». Je dis: «Mais absolument pas, enfin, il est hors de question que moi je fasse un séminaire sans inclusion». Et je discutais avec Schneider ce matin, pour qui j'ai réalisé un speech, hein, comment dire? On appelle ça? J'ai oublié le mot français. Bon, enfin, un speech, voilà, un discours, une intervention inspirante, voilà, pour une de leur communauté. Et il me disait qu'en fait, c'était devenu une institution chez Schneider. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de réunion ou de séminaire ou d'atelier qui commence sans inclusion, sans période d'inclusion. La RH voilà, promeut ça, diffuse ça, hein, au point qu'aujourd'hui, c'est peut-être devenu trop. Voilà, il y en a peut-être trop parce que du coup, on a du mal à se renouveler. Il faut savoir, voilà, un petit peu quoi faire là-dedans. Voilà, j'insiste pas là-dessus, c'est primordial. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous voulez que je donne plus de détails ou des exemples, je peux le faire. 2e aspect que je voulais aborder, c'est savoir collaborer. Si le leader ne sait pas collaborer ou créer les conditions de la collaboration,
en fait, ça va être compliqué, hein. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans nos observations, on voit que c'est une démarche très empirique. Et du coup, les équipes et les leaders ont du mal à passer à cette phase de collaboration spontanée et à passer au-delà, quoi, à passer à la deuxième phase, parce que c'est là où ça crée de la valeur. Il y a une question que je vous pose et vous pouvez répondre dans le chat, c'est tous les process d'innovation, de collaboration, comme le design thinking, le Google Spring Design, le startup, le Lean Startup, les démarches PDCA, Lean ou l'agilité, etc. Ils ont un point commun. Est-ce que vous savez lequel? Est-ce que vous savez quel est le point commun de toutes ces démarches? Répondez-moi dans le chat, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Sur cet esprit de collaboration, c'est évidemment pas suffisant. C'est un bon départ, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Et en fait, il y a besoin de, de créer, de cadrer en fait la façon dont on va travailler ensemble dans l'équipe. Et donc il y a beaucoup de process, je viens d'en citer quelques-uns qui existent et qui permettent de faire ça, qui sont très utiles. Force est de constater qu'ils ne sont pas très très bien diffusés dans beaucoup de sociétés. Il y a encore beaucoup de gens qui n'en connaissent même pas l'existence d'ailleurs. Heureusement, il y en a d'autres qui sont très avancés, vous en savez certainement partie, mais en tout cas, là on est intervenu par exemple pour un workshop pour un codir d'une usine de Valeo, et le directeur me disait à quel point il était, la semaine dernière, il me disait à quel point il était heureux en fait parce que ça faisait des mois qu'il désespérait d'embarquer ses membres du CODIR dans un projet de change et il n'y arrivait pas. Et en fait, dans la journée, quand on a fait ce workshop, ils ont fini, ils étaient tous embarqués. Et il dit, c'est incroyable, comment on a pu faire. On a en effet utilisé des frameworks, hein, des crades de travail, des approches de travail qui permettent de faire rentrer les différentes personnes dans à la fois le mindset collaboratif au début, et ensuite les mettre dans des séquences où ils peuvent partager, co-construire et arriver finalement à la fin du workshop avec une liste d'actions qui rentrent dans le développement de ce projet avec les bénéfices qui sont escomptés et évidemment l'envie, le fait d'être embarqué. Donc voilà, ça peut être très très rapide, hein, du moment que vous avez le bon timing, les bonnes démarches et les bonnes personnes. L'intelligence collective, pour certains c'est un gros mot, certains parlent d'intelligence collaborative aussi, c'est la même chose, hein, ce sont des outils qui permettent de créer la collaboration dans l'équipe pour qu'il puisse y avoir des répercussions de cette équipe qui soit favorable en termes de changement sur les autres. Et donc de faire prospérer le changement. Et donc, dans certaines entreprises, Schneider en est un bon exemple, hein, ils ont carrément une structure interne qui va proposer aux managers et aux leaders des solutions, des outils, des frameworks, des cadres de travail pour, et en plus de ça, du staff, c'est-à-dire que des personnes qui sont formées pour pouvoir le faire pour les managers ou les équipes de l'entreprise, plus des locaux, pour qu'ils puissent utiliser cette intelligence collective et ces outils d'intelligence collective, ces frameworks aussi, avec des gens sans avoir besoin de se former et de maîtriser tout et d'avoir des gens sur qui s'appuyer. Donc ça, c'est vraiment des démarches qui sont fondamentales. Je regarde dans le chat, pas de... Marie-Christine qui me dit bien, je ne sais pas, et ne connaît pas ces anglicismes. Bon, je ne sais pas quel anglicisme... Ah oui, c'est sur les démarches, ouais. Merci Marie-Christine. Ce sont des démarches qui sont très bien documentées. Il n'y a pas d'équivalent en français. Pour moi, ce sont des approches qui sont très, très larges. Il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles là-dessus, mais je peux vous en fournir si vous le souhaitez, qui l'expliquent en français, bien sûr. Troisième aspect, la reconnaissance. Il y a un truc qui est absolument difficile pour nous, intervenants extérieurs, c'est quand on entre dans une entreprise et que, en fait, on entend
les gens qui le disent sans le dire. Reconnais-moi, 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 reconnais-moi. Un manque de reconnaissance absolument terrible. Et c'est vrai que si je ne suis pas reconnu, bah, il y a fort peu de chances que j'ai envie de collaborer, hein. Je ne me sens pas suffisamment sécure et puis, bah, j'ai pas d'envie, quoi. Est-ce que vous savez à quoi correspond le rôle d'un joker, d'une carte joker dans un jeu de cartes? Son objectif, c'est de changer l'histoire, c'est de changer la fin du jeu, c'est de changer la manière dont on joue et d'écrire quelque chose d'autre, une nouvelle histoire, une nouvelle fin. Et en fait, quand on est un challenge leader, quand on est un challenge leader, on est un joker. C'est ce que les gens vous demandent, d'écrire une nouvelle histoire, de créer une autre fin ou une autre suite, d'inventer des nouvelles conditions de travail, etc. Et alors, il faut être sûr d'une chose, c'est que les mêmes personnes vont vous combattre, quelles que soient les idées, les solutions que vous allez amener. Hein, ça, c'est le fonctionnement du système immunitaire. Donc, ils vous le demandent et en même temps, ils vont le combattre. Mais ça dit une chose, c'est que si vous n'êtes pas préparé à ça, si vous n'avez pas préparé votre équipe à ça, si vous n'avez pas créé les conditions d'une sécurité psychologique, en fait, vous allez prendre l'orage de plein fouet, quoi. Et là, il y aura des dégâts. Donc là encore, il y a une question de responsabilité individuelle, hein, responsabilité du leader, et qui ensuite doit se répartir sur chacun, de reconnaître, apprendre à reconnaître. Et quand je parle de reconnaissance, je ne parle pas de reconnaissance sur les résultats. La reconnaissance, c'est pas que les résultats, c'est un des aspects. Il y a la reconnaissance existentielle, la première, en fait. Si elle n'est pas là, qu'est-ce que vous voulez faire? Si les gens ne sont pas reconnus ensuite sur la question des compétences, sur leurs capacités, sur l'énergie également qu'ils apportent dans l'équipe. Voilà. Ça, c'est primordial. Ce n'est pas les résultats. Les résultats, ils sont directement connectés, oui, aux résultats de l'entreprise. Très bien. Donc, on peut faire une fixation là-dessus. Mais il n'y a pas de levier, en fait, là-dessus. Hein. C'est un levier mou. En revanche, si vous travaillez sur la reconnaissance existentielle et reconnaissance sur les compétences, sur l'énergie, etc., là, en fait, vous parlez à la personne, là, vous êtes dans l'authenticité. Et c'est cette reconnaissance-là, moi, dont je veux parler. Je donne un exemple. Je peux vous donner deux exemples sur la question de, par exemple, l'échec. La question que je vous ai posée tout à l'heure sur la différence ou le point commun plutôt entre ces différents démarches et approches, c'est l'échec. Toutes ces démarches, elles visent à échouer. Toutes. Échouer vite, le plus vite possible. Et ensuite, refaire des cycles pour retravailler, pour arriver finalement à un succès. Donc, si vous utilisez des démarches qui sont très répandues et qui visent à échouer et que vous n'êtes pas capable de vivre correctement l'échec, et vous dites, et que certains leaders disent, il faut réussir du premier coup, je veux dire, il y a un problème. On est dans la dissonance totale. Comment voulez-vous que des collaborateurs se sentent en sécurité? C'est pas possible. Il faut être à l'aise avec l'échec. Le leader doit être à l'aise avec l'échec. S'il ne l'est pas, si l'échec le met en colère, si l'échec lui fait se sentir insécure, il le remet en question son identité, en fait, ça ne va pas. L'échec, il est normal et c'est la vie. Vous avez échoué, j'ai échoué, on échouera encore toute notre vie. Ça fait partie du cycle. Voilà. En revanche, la manière dont on vit émotionnellement, qu'est-ce que ça nous fait? Oui, là, ça, c'est un problème. Alors qu'on peut savoir que l'échec, ça fait partie de la vie. Le vivre émotionnellement, c'est autre chose, quoi. Et donc, c'est ça qui est à travailler. Hein. On parle d'intelligence émotionnelle sur ces aspects-là. Et si on ne fait pas ça, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va échouer, et donc nécessairement on va échouer, hein, surtout si on cherche à changer, en fait, on va pas bien se sentir. Ce qui est intéressant, c'est quand on travaille dans quand on est un change leader, quand on cherche à faire changer, quand on pilote un projet de transformation, etc., on est dans l'inconfort, on génère de l'inconfort pour soi et puis pour les autres. Il faut être à l'aise dans l'inconfort. Si on ne peut pas vivre l'inconfort en sérénité, il ne faut pas faire du change, hein, il faut faire autre chose. Ou alors se former ou se préparer mieux pour cela, parce que c'est quand même le quotidien. Donc, l'échec, c'est un élément fondamental et c'est un élément de reconnaissance. C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un tu as échoué, mais en fait c'est pas grave, je te fais confiance.
ça repositionne l'échec là où il doit être, hein. Il y a souvent une confusion et on rencontre dans beaucoup de cultures, hein, notamment en France, de la confusion de ce que je fais et qui je suis. Ce que je fais ne me définit absolument pas. C'est pas parce que sinon, si je rate quelque chose, ça veut dire que je suis une merde, ça veut dire que je suis rien. Ça n'a aucun sens, hein, bien sûr. En revanche, on continue à véhiculer cette idée que ce que je fais est ce que je suis. C'est une grave erreur et en travaillant cette question de l'échec, il faut séparer les 2. Et je peux être très bien, un homme très bien, et échouer. C'est même normal, en fait. Et je serais encore mieux si, du coup, je le reconnais, finalement, dans mon quotidien et si c'est un sujet qui est OK dans l'équipe et qui, voilà, ça n'empêche pas de traiter les sujets, comment dire? Émotionnels, puisqu'il peut y avoir ça peut évoquer d'autres choses, hein, des échecs personnels qui, eux, là, peuvent être, voilà, chargés en émotions et qui s'invitent dans le monde professionnel, c'est normal. Bon, hem donc je vous parle de ça, de cette reconnaissance, et du lien avec la sécurité psychologique et avec l'échec pour, voilà, vous illustrer cette dimension qui est fondamentale. Une chose que je fais souvent en inclusion et qui va répondre également, avec la question de la reconnaissance, hein, et de la sécurité psychologique, c'est de commencer dans l'inclusion avec des exercices du type, où, je vais faire déambuler, les personnes, qui sont là et ça peut se faire en petit groupe ou en très grand groupe aussi, hein. Et ensuite, je demande aux personnes d'aller voir quelqu'un, voilà, ils choisissent pas et de commencer une phrase, avec les mots, «Ce que j'apprécie chez toi, pardon, ce que j'apprécie chez toi, c'est». En fait, quand les gens commencent, une phrase comme ça, ils peuvent que la finir bien. Et derrière, alors c'est peut-être un peu redoudou et cetera, mais en fait, ça fait du bien quand on commence un atelier, un séminaire et que c'est le matin ou et cetera, ou qu'on simplement on se connecte avec les personnes qui vont devenir, nos prochains équipiers pour un temps X ou Y. Ça fait du bien et on crée les conditions de la sécurité, du confort entre nous où, voilà, bah, en fait, on on se dit qu'on s'apprécie les uns les autres, qu'on se reconnaît, on se remercie et cetera et derrière on peut les aborder, des choses qui vont être inconfortables. Nécessairement, il faut les aborder. Des questions jusque-là? Des remarques? Pas de questions dans le chat, n'hésitez pas. Je continue donc. Je vous parlais du modèle, tout à l'heure, voilà, à quoi il ressemble ce modèle. L'objectif, de ce modèle, c'est de donner une boussole pour un leader, de donner un plan d'action, une capacité en tout cas à établir un plan d'action et un suivi. Donc il y a 8 dimensions et sur ces 8 dimensions, donc, on va adresser certaines thématiques. J'ai fait un audit là d'une équipe il y a pas très longtemps, voilà, ce qui ressortait, c'est très rapide, hein, et ce qui ressort très vite, c'est que, on sait où est-ce qu'il faut agir. Voilà. En l'occurrence là, cette équipe, c'était une équipe qui était assez, jeune, voilà. Ils avaient besoin d'être ensemble, voilà et de voir se compléter et de travailler ces 2 dimensions extrêmement fortes et donc, évidemment, créer avec la communication authentique, avec l'écoute, avec, la confiance et cetera. Ils avaient besoin de travailler ça. Ça sert à rien de travailler le reste tant qu'il y a pas ça. Ils ne pourront pas décider ensemble. Les conflits, ce sera pas le moment, hein, ou les tensions, ils sauront pas les résoudre et cetera. Il faut travailler ça, hein. Sur d'autres équipes plus mûres, en revanche, on va voir que, bah, là, ça va être plus dans le décider ensemble qu'ils n'y arrivent pas, voilà. Ou sur, j'en parlais un instant, s'ajuster ensemble, hein. Ou sur également l'articulation des savoirs. Ça, c'est toujours un truc qui est difficile parce que, bah, j'ai un savoir, est-ce que je le partage? Est-ce que je le partage pas? Est-ce que je mets à disposition toutes mes connaissances ou qu'une partie? Bon, il y a toujours cette petite crainte chez certaines personnes, de le faire et puis de comment le faire aussi parce que c'est pas non plus, simple et évident. Voilà. Donc c'est un modèle qu'on utilise, beaucoup, avec nos clients, soit dans les phases de diagnostic de départ et ensuite, d'élaboration de plan d'action pour eux. Mais c'est aussi ce qu'on donne. On a formé, par exemple, au Crédit Agricole des personnes, des managers et des leaders, en fait, à ce modèle pour qu'ils soient à même, eux, de pouvoir identifier là où ils doivent agir dans leur équipe pour pouvoir voilà, lancer, travailler, diffuser de la collaboration. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire en conclusion que voilà, si vous avez envie d'être des acteurs de changement qui façonnent le XXIe siècle,
créer du futur, créer une culture de collaboration avec l'inclusion, avec donc ces process de travail, avec l'intelligence collective, les démarches d'intelligence collective, également tous les travaux sur la reconnaissance, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, pardon. Mais tout est assez connecté, hein. Et c'est grâce à ça que voilà, on génère de l'engagement. C'est grâce à ça qu'on génère de la fidélisation. C'est grâce à ça qu'on génère de la motivation, hein. Tous ces sujets-là que je viens de citer, on n'a pas de levier direct dessus. La motivation, j'ai pas de levier sur votre motivation. Je peux créer les conditions dans lesquelles votre motivation va pouvoir naître et se développer, mais j'ai pas de levier direct sur votre motivation. Croire que parce que je vais vous mettre une prime ou augmenter, ça va augmenter votre motivation, bon, voilà, je pense que ça a fait son temps, hein. On a tous lu, je pense, les études sur la durée de vie d'une augmentation de l'effet d'une augmentation sur la motivation. Ça dure pas longtemps, hein, quelques jours, voire quelques heures pour certains. Donc voilà, il faut aller travailler autrement. Et cette collaboration, cet esprit de collaboration et tout ce qui va avec, en fait, oui, là, on remet de l'authenticité, on remet du sens, on remet quelque chose dans lequel les gens peuvent s'investir, les collaborateurs peuvent s'investir et prendre leurs responsabilités et être des acteurs aussi de la construction de demain. Donc, bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein. Il y a des personnes qui ne veulent pas, et c'est le cas tout à fait pour ça. Mais pour celles qui le souhaitent et qui veulent s'investir dans les projets de change, évidemment, c'est des choses qu'il faut pouvoir travailler pour développer cette collaboration. Et donc, les fruits, hein, et les fruits, c'est la satisfaction client et tout ce qui peut rayonner autour, bien entendu. Voilà, j'en ai terminé pour ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des remarques, des questions, eh bien c'est le moment. Si vous voulez me dire merci, vous pouvez aussi dire merci. Si vous avez besoin de plus de choses, eh bien on peut évidemment, on organise des masterclass donc en petit comité, donc où là le micro est ouvert et vous êtes avec des pairs et vous pouvez partager sur des thématiques, des problématiques souvent et qui se rejoignent régulièrement et puis voilà, qui sont complétés par des apports également qu'on peut faire courts pour vous laisser un maximum de temps pour discuter. Donc ça c'est en général assez apprécié par nos clients. Voilà, et puis on organise également différentes autres choses et vous avez aussi toute la gamme de nos webinaires sur collaborer mieux et puis d'autres. Voilà. Et puis un prochain webinaire qui sera le mois prochain avec des invités, notamment Schneider Electric sera présent pour nous parler un petit peu de tout ce qu'ils ont mis en place dans cette idée du changement permanent. Pour soutenir en tout cas et favoriser le changement permanent et l'adaptation de l'organisation et des équipes au changement permanent. Et puis il y aura encore un autre invité, je le garde secret pour l'instant. Voilà. Merci Antoine. Ouais, j'aime bien aussi le côté mère et associé au change ou en parallèle du change. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Eh ben, je vais clôturer cette séquence. Merci à tous d'avoir participé. Merci à ceux qui vont nous regarder en replay avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter également sur LinkedIn si vous voulez pour continuer les échanges. Et je vous souhaite une excellente journée.